Au cœur de la terre aride, la tension cède la place à la résignation et au pardon. Camilo, mortellement touché par une balle et à bout de force, sent que sa vie lui échappe. À ses côtés, Ivan tente l'impossible pour le maintenir éveillé et lui redonner l'espoir d'être sauvé. Dans cet ultime moment de clarté, la rivalité et l'amertume passée s'effacent. Camilo demande sincèrement pardon à Ivan pour la jalousie qui a rongé leur relation. De son côté, Ivan fait preuve d'une grande empathie, avouant qu'il aurait réagi de la même manière s'il s'était trouvé à sa place. Pour Camilo, cette tragédie prend une dimension presque mystique. Il estime avoir payé sa dette spirituelle en offrant sa vie pour en sauver une autre, accomplissant ainsi la prophétie de l'esprit du vent. Comprenant que la fin est proche, Camilo confie ses derniers vœux à Ivan. Il lui demande de transmettre tout son amour à sa mère, de veiller sur sa famille, notamment la jeune Perlita, et de demander à Lucia de pardonner son égoïsme passé. Ivan, refusant d'accepter ces adieux poignants, tente désespérément de le convaincre de lutter encore un peu jusqu'à l'arrivée des secours. La détresse d'une mère et la prière du désespoir. Pendant ce temps, loin de cette lutte pour la survie, Alicia est rongée par l'angoisse. L'absence et le silence de ses fils lui sont insupportables. Dans une solitude poignante, elle se tourne vers la prière, implorant le ciel de lui épargner la douleur d'une perte insurmontable et de ramener Ivan et Camilo sains et saufs. Elle invoque le souvenir de son défunt mari, Sylvestre. Dans un dialogue à la fois intime et bouleversant avec l'au-delà, elle lui demande d'intercéder auprès de Dieu, de veiller sur leurs enfants qu'au milieu des dangers du désert et de dresser un bouclier de protection au-dessus d'Ivan. Sa foi demeure son ultime rempart contre la terreur qui l'envahit. L'épreuve du désert et le respect de la nature. Pendant ce temps, Ivan poursuit la traversée éprouvante du désert, guidé par le jeune pour soutenir Ivan dans des conditions climatiques extrêmes. Le soleil et la chaleur épuisent rapidement leurs maigres ressources. Alors qu'Ivan propose le peu d'eau qui lui reste, le jeune garçon refuse gentiment, expliquant que les gens de la région sont accoutumés à résister à la soif. Cherchant un moyen d'être repéré par son père ou les secours, Ivan propose d'allumer un grand feu de camp. Le jeune garçon s'y oppose fermement, faisant preuve d'une grande maturité et d'un profond respect pour l'environnement. Il lui explique avec pédagogie qu'un incendie dans un milieu aussi aride détruirait l'écosystème local, la faune, la flore et les ressources dont dépend la survie de la communauté autochtone, provoquant des dégâts que la nature mettrait des décennies à réparer. L'arrestation de Fausto Vega et l'accord Seri. Sur le terrain judiciaire et policier, les forces de l'ordre menées par M. Marr passent à l'action. Le criminel Fausto Vega est appréhendé et neutralisé par les autorités. Il est immédiatement placé sous arrestation pour le délit majeur de séquestration et enlèvement d'un mineur. Pour mener à bien les recherches et retrouver la trace des disparus, la police sollicite le concours des autorités locales. Le chef de la communauté autochtone Seri intervient directement et accorde une autorisation officielle exceptionnelle. Il permet aux secours et aux forces policières de pénétrer sur le territoire protégé de l'île Tiburon. Le témoignage de la guérisseuse Seri. Dans le campement des Seri, les recherches prennent un tournant décisif grâce au témoignage de la guérisseuse traditionnelle de la tribu, Chija Kama. S'adressant aux enquêteurs, elle révèle une information cruciale. Quelques jours auparavant, des membres de la communauté ont découvert 3 hommes au pied d'une colline. L'un d'eux était déjà sans vie, tandis que les 2 autres étaient grièvement blessés par balle. Elle explique que son fils aîné est immédiatement intervenu pour porter secours aux survivants, les transportant dans sa propre cabane pour panser leurs plaies et leur prodiguer les soins de première urgence. Ces précieuses indications permettent à la police et aux secouristes de cibler précisément leur zone d'intervention. La découverte de Camilo dans un état critique. Antoline se précipite à la cabane désignée par la guérisseuse. Il y découvre Camilo étendu sur un lit de fortune, dans un état de faiblesse extrême. Sa blessure par balle s'est rouverte, et une grave infection commence à se propager dans son organisme. Conscient que chaque minute compte, Antoline saisit la radio portable pour contacter les secours d'urgence. Il indique leur position exacte et demande l'envoi immédiat d'une ambulance à l'intersection la plus proche sur la route menant à Hermosillo.
la course contre la montre et l'évacuation aérienne. Aussitôt le contact établi, Antoline appelle sa mère pour l'informer de la situation. S'il lui annonce que Camilo a été retrouvé vivant, il ne lui cache pas que son état de santé est hautement préoccupant. Submergée par l'émotion, la mère veut partir sur le champ pour le rejoindre. Cependant, le trajet terrestre depuis sa position nécessite plus de 4 heures de route, un délai bien trop long au vu du pronostic vital engagé. La prise en charge médicale. Grâce à la mobilisation de tous, Camilo est finalement évacué et transporté d'urgence vers le centre hospitalier. Dès son arrivée, l'équipe médicale le prend en charge dans un état de choc. Le médecin traitant informe Anthony de la gravité de la situation. Camilo souffre d'une déshydratation sévère, d'une perte sanguine massive et de complications traumatiques graves. Son pronostic vital reste très incertain. Pendant que Camilo lutte pour sa survie à l'hôpital, la police et les proches s'organisent pour retrouver la trace du second blessé, emmené un peu plus tôt vers la route nationale, dans l'espoir d'être secouru par un automobiliste de passage. Entre tragédie et sauvetage. À l'hôpital, le médecin apporte une première lueur d'espoir. Ivan est tiré d'affaire. La balle a été extraite avec succès et l'enfant est désormais hors de danger. Cependant, la situation est dramatique pour Camilo, grièvement blessé. Malgré de multiples transfusions sanguines, son état reste extrêmement critique. Au chevet de Camilo, sa mère tente désespérément de le raccrocher à la vie, en lui rappelant tout ce qu'il possède, sa terre, sa famille et le respect de sa communauté. Son frère Antoline lui montre également un soutien inconditionnel. Lucide sur son état et conscient de ses fautes, Camilo exprime ses derniers regrets. Il confie avoir demandé pardon à Ivan pour la jalousie dévorante qu'il a animée et pour la façon dont il a traité Lucia. Après ces derniers souhaits, Camilo perd connaissance, ce qui rend toute sa famille dans une inquiétude totale. Le renouveau familial. Le temps de la reconstruction arrive. La vie reprend peu à peu son cours au sein du village. Dans une ambiance plus sereine, les préparatifs s'organisent. Les membres de la famille sélectionnent des listes de cadeaux pour les événements à venir. Un événement joyeux vient apporter un baume guérisseur sur les blessures récentes. La naissance de la fille de Carolina et d'Antoline. Lucia et Ivan se rendent à leur chevet pour célébrer la venue au monde du nouveau-né et offrir de la layette. Cette naissance symbolise la continuité de la vie et l'espoir d'un avenir meilleur. Châtiment et rédemption. Alors que le bonheur semble regagner du terrain, une nouvelle dramatique vient ébranler l'entourage. Saúl s'est donné la mort en se poudrant dans sa cellule de prison. Cette fin tragique terrasse son père, Juan Jaime Mondragon, qui prend subitement conscience de la gravité de ses propres actes. Anéanti par la honte et la culpabilité, Juan Jaime s'entretient avec Ivan. Dans un moment d'une grande sincérité, il reconnaît l'échec de sa vie. Il admet n'avoir pas su élever ses fils, avoir traité son épouse cruellement et avoir ruiné le nom et la fortune de sa famille par le vol et le mensonge. Habité par le remords, il demande à Ivan s'il est encore possible de se racheter. Preuve de sa maturité et de sa bonté, Ivan choisit de lui accorder son pardon. Juan Jaime lui souhaite alors sincèrement d'être heureux avec Lucia, l'exhortant à chérir sa femme et ses enfants pour ne pas commettre les mêmes erreurs irréparables. Le triomphe de l'amour, le mariage d'Ivan et Lucia. Le moment tant attendu arrive enfin, le mariage d'Ivan et Lucia. Entourés de leur famille et de l'ensemble de la communauté, les deux protagonistes s'unissent devant l'autel lors d'une cérémonie religieuse empreinte d'émotion et de solennité. Une surprise qui va choquer les téléspectateurs. Camilo Galvan est vivant. Il est à l'église pour le mariage de son ami et frère Ivan. La réception qui suit est à la fois simple et festive. Les invités partagent des toasts, dansent et célèbrent la victoire de la vérité et de la persévérance. L'atmosphère d'amour qui se dégage de cette journée inspire d'autres couples de l'entourage, qui décident à leur tour d'officialiser leur engagement. Sagesse et bénédiction finale. En marge des festivités, une figure respectée de la communauté livre une méditation sur la vie et la terre. Elle rappelle que le travail des champs et le labeur quotidien ont une valeur inestimable.
mais que le plus grand don accordé aux hommes reste la capacité d'aimer et de pardonner. C'est ce pardon sincère qui a permis de libérer les cœurs du poids de l'amertume et de guérir les plaies du passé. Épilogue. L'épisode s'achève sur une note romantique lors du voyage de noces d'Ivan et Lucia. Seuls face à la nature, ils se remémorent le long chemin, parsemé d'embûches, de séparation et de souffrances qu'ils ont dû traverser. Ivan exprime sa gratitude envers Lucia pour avoir éclairé sa vie depuis le premier jour. Lucia lui confirme son amour inconditionnel, affirmant qu'ils étaient destinés l'un à l'autre depuis le début. Le couple se promet de passer le reste de son existence unis avec leurs enfants, scellant ainsi le triomphe absolu de la force du destin.